tu pourrais rester sur la planche d'avant. Merci. Le webinaire a été organisé par les trois réseaux Entreprises pour l'environnement, le MEDEF et la FEP, donc, et à destination des membres de ces réseaux, et en partenariat avec l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, le programme Invest, et nous aurons également la chance d'entendre des témoignages et des retours d'expérience de Saint-Gobain et du Crédit Agricole. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'était vraiment de s'ancrer dans le concret par rapport à ces thématiques et qui ont fait suite à toutes la crise sanitaire qui a marqué l'année 2020. Et donc, avant de commencer et de vous donner un aperçu de l'agenda, on voulait également avoir un petit aperçu d'aujourd'hui que font les travaux et dans quel contexte les trois réseaux ont organisé ce webinaire. Et également un petit point logistique, donc n'hésitez pas maintenant, vous devriez maintenant être tous familiers avec le fonctionnement de Teams, mais il y a donc dans la barre du haut une petite bulle dans laquelle vous pouvez accéder au chat et poser vos questions qui seront reprises pour la séance de questions-réponses à la fin. Et on vous enverra également le support suite à la conclusion de ce webinaire. Donc, côté EPE, il y a deux dimensions et deux priorités aujourd'hui qui font qu'on était ravis d'organiser ce webinaire. Le premier, c'est sur la thématique de la relance verte. Nombre d'entre vous ont dû le suivre. En mai 2020, 93 patrons ont signé une tribune dans le monde mettant l'environnement au cœur de la relance économique, donc portée par les différents réseaux d'entreprises et nombre d'entreprises qui sont également présentes aujourd'hui. Cette tribune avait eu on l'espère, pour effet de pouvoir mettre en exergue ce sujet et de ne pas oublier la transition écologique qui avait été entamée avant l'apparition du Covid. Donc c'est quelque chose qui nous tient et je pense que cette réunion d'aujourd'hui nous permet justement de concrétiser encore cet aspect relance verte. Ces travaux avaient également été formalisés et ces réflexions dans le cadre d'une publication faite en partenariat avec le Boston Consulting Group, donc construire une relance durable, avec les premiers apprentissages de la gestion de cette crise et les bonnes pratiques les entreprises pouvaient en dégager. Je pense que nombre de ces pratiques, de ces enseignements sont toujours extrêmement d'actualité. Donc n'hésitez surtout pas à la reconsulter. Et le deuxième point, je pense qu'il faut avoir en tête, et je pense que c'est particulièrement pertinent aujourd'hui dans le cadre du programme Invest, donc il y a un programme de montée en compétences des acteurs du financement de projets bas carbone, c'est cet aspect emploi et compétences dans la transition écologique. EPE et ses membres avaient publié en mai 2019 ce rapport ZEN 2050, Imaginer et construire une France neutre en carbone. Donc on avait exploré les conditions de succès de la neutralité carbone et un des enseignements intéressants était la réflexion sur l'emploi, où on voyait bien qu'au-delà d'un verdissement et de l'apparition d'un certain nombre de métiers verts, mais d'une ampleur limitée dans certains secteurs clés de la transition, donc les transports, le bâtiment, les industries vertes. On avait également un changement transversal sur les métiers, sur la façon d'exercer son activité qui allait s'exercer dans les prochaines années. Et bien au-delà voilà, je dirais, du cœur de cette transition. Et cette dimension de compétences nous paraît extrêmement clé et peut-être un sujet aujourd'hui qui n'est pas assez perçu. Donc voilà, donc c'était aussi l'opportunité grâce à ce webinaire de montrer et de construire sur un excellent programme qui a permis d'adresser ces sujets. Je vais maintenant passer la main à Jean-Baptiste Baroni, directeur climat au MEDEF.
Merci David et bonjour à tous. Alors Laurence, je m'exprime aussi au nom du MEDEF et avec Laurence qui est là également. Nous, on est très heureux de participer à ce webinaire, effectivement, lorsque la proposition a été faite de nous regrouper déjà pour pouvoir regrouper les réactions sur ce programme Invest qui nous intéresse fortement. Effectivement, on était très enthousiastes. Alors, plus globalement, on est dans un moment charnière où effectivement, il faut concilier plusieurs agendas français, européens, et puis des horizons de temps assez divers, puisqu'on on navigue entre la survie des entreprises dans ce contexte de crise sanitaire économique. De vigilance sur les mesures qui arrivent. On est en plein examen du projet de loi Convention citoyenne pour le climat qui vient de passer au CNTE. Voilà, et puis même chose au niveau européen avec le Green Deal, le projet de mécanisme d'ajustement carbone. Et donc, finalement, toute cette discussion arrive dans un contexte intéressant où on doit à la fois voir comment tous ces différents dispositifs permettent de soutenir la compétitivité des secteurs à court terme et moyen terme, et en même temps permettent de tracer des perspectives à plus long terme. Donc, sur le plan prospectif, il y a plusieurs travaux auxquels nous, MEDEF, on est associés également. Là, je ne l'ai pas mis dans la slide, mais vous avez peut-être vu que Rexecode a publié une étude la semaine dernière sur l'atteinte des objectifs 2030. Donc, ça, c'est un sujet aussi qu'on suit de près. Et puis, le pledge, le French Business Climate Pledge, qui est l'engagement des entreprises à investir dans des solutions bas carbone, qui est une dynamique dans laquelle voilà, on a prévu de passer de 100 à 1000 entreprises, c'est l'objectif qui a été fixé. Il y a également un certain nombre d'engagements volontaires, mais que le PE, la FEB connaissent bien en matière de biodiversité notamment, dans lesquels on est partie prenante. Donc voilà, on est très heureux et effectivement, nous, en tant que partenaire social aussi très impliqués, nos collègues en charge du social sont très impliqués sur les questions d'emploi, de compétences, de formation. Donc, c'est un sujet, comme tu l'as dit, David, qui est tout à fait clé. Et donc, on est très attentif à ce qui va sortir d'Invest sur la formation, sur les compétences, et on sera très intéressé pour le relayer auprès des branches et même si certaines sont présentes aujourd'hui, mais de veiller à cet aspect de compétences. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et encore une fois, très heureux d'associer le MEDEF à cet échange. Je vous propose d'accueillir Nicolas Boquet de la FEP. Voilà, merci beaucoup notamment à EPE d'avoir organisé tout ce séminaire et aux intervenants. Donc, peut-être sur ce sujet qui est évidemment très important, on peut toujours notamment rappeler la question, l'importance de l'urgence à agir au regard de la question du climat, qui aujourd'hui fait que les horizons de temps sont complètement compressés. Il faut en même temps savoir quoi faire et dire qu'on fait. Le tout dans des horizons où l'objectif pour la réalisation de l'action est très très court. Donc on a l'impression aujourd'hui que sur cet enjeu climat et énergie, il faut tout faire très très vite et passer autant de temps à faire qu'à expliquer qu'on fait. Et c'est pas toujours si simple parce que on oublie peut-être dans ce panorama général de prendre en compte l'incertitude, le fait qu'il arrive des faits extérieurs qu'on n'avait pas prévus. Et à ce titre, la directive ITS avec les variations du cours de quota est un bon exemple que finalement on a prévu une très belle politique, mais que la délivrance des résultats n'a pas pu suivre ce qui était prévu parce que tout simplement il y a une crise économique et il ne s'est pas passé ce qu'on avait prévu. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de pression de tous les côtés pour annoncer que tout est prévisible, que tout est prévu et que tout est sous contrôle et certifié dans les trajectoires des entreprises. Je pense que c'est une bonne tentative. Que je pense juste, c'est que la réalité va sans doute peut-être nous rattraper un peu, parce que s'il est bon de prendre un cap, il est aussi difficile de tenir un cap complètement linéaire. Quand on fait de la voile, on est obligé de tirer des bords et on est obligé de prendre en compte la réalité au quotidien. Et aujourd'hui, la question qui se pose, à mon avis, dans le plan de relance, c'est comment on avance.
avec un cap, et en même temps, comment on prend en compte toutes les opportunités qui se présentent aux entreprises et comment les organisations deviennent encore plus des organisations apprenantes et fabricantes et pour transformer très vite les idées de nouvelles technologies dans des réalisations effectives. Et le nerf de la guerre, c'est les investissements. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, moi, j'ai rappelé un fonds de travail législatif qui est le nôtre en ce moment, avec le relèvement de l'ambition carbone, l'ambition climat à 2030 à moins 55% et ensuite neutralité climatique à 2050. Ça nous oblige à devoir travailler de façon non silotée. Et aujourd'hui encore, comme d'habitude, on a le sentiment qu'il y a un vrai risque de travail encloisonné sur tous les textes qui vont devoir avancer sur ces sujets. On pense qu'il faut vraiment ouvrir ces silos et travailler plus conjointement sur les bons que l'Union européenne avance, mais il faut aussi que le reste du monde suive. Et là-dessus, on a publié la semaine dernière, enfin le 14 janvier, le résultat d'une étude quantitative sur les effets d'un Carbon Border Adjustment Mechanism, en disant bah, ça peut être une solution intéressante à voir par les différents secteurs, mais ça peut être pertinent quand on pratique du recyclage vers les technologies, et notamment quand on les réinsère dans une logique de plan de relance et de climatique ambitieux, et quand on le lie à des objectifs de commerce international. Voilà. Ensuite également, voilà, comment appliquer les recommandations de la TCFD des entreprises tout en intégrant ce que j'indiquais tout à l'heure, la question des incertitudes. C'est très bien d'avoir des grands objectifs, c'est encore mieux de piloter la réalité année après année. Et ça, il va falloir aussi qu'à un moment donné, chacun d'entre nous soit prêt à accepter qu'au-delà du cap, il y ait des réalités qui ne soient pas linéaires. Voilà. Donc je pense que l'intérêt, c'est de voir comment les différents moyens technologiques et financiers nous aident à aboutir à cette transition, et en même temps, comment comprendre qu'elle ne sera pas nécessairement linéaire, cette transition. Merci à tous les trois. Donc beaucoup de choses ont été dites, notamment donc voilà qu'aujourd'hui la transition énergétique est un levier de compétitivité, et ça on le sait, c'est largement diffusé par notamment le MEDEF et la FEP, et que l'investissement est le nerf de la guerre, comme vous le disiez Nicolas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'axer sur deux axes d'investissement en fait, qui sont le plan de relance, où là on va pouvoir donc inviter l'ADEME sur ces sujets, qui va pouvoir nous faire un bilan de l'enveloppe 2020 et les perspectives sur 2021, avec aussi des conseils sur voilà, si on a identifié un appel à projet, comment y répondre de façon effective. Et ensuite donc des solutions de financement qui vont être complémentaires au plan de relance, parce qu'on sait qu'elles ne peuvent pas couvrir 100% de l'investissement. Donc voilà, quelles solutions existent qui permettent aussi de préserver ces CAPEX en même temps et qui vont être complémentaires des subventions de France Relance, avec ici donc Invest et le témoignage de Saint-Gobain et de Crédit Agricole. Donc pour cela, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Tristan Hubé de l'ADEME, Noémie Papon de Greenflex qui est en charge du programme Invest, Lucille Kotler-Charbonnier du groupe Saint-Gobain et Christine Delamarre de Crédit Agricole. Donc on va commencer sur France Relance, donc je laisse Tristan sur ces questions. Bonjour à tous, merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc rapidement, ça a pas mal évolué depuis l'été 2020 sur la politique France Relance, et l'industrie est un des piliers forts en termes de subventions et d'aide au fonctionnement. Donc c'est ce que je vais vous présenter de suite. Voilà, c'est vous qui passez les slides, merci. Juste en termes de contexte, nous, on se rend compte, donc moi je travaille, pardon, je peux peut-être me présenter en 2 minutes, je travaille au service industrie de l'ADEME, au siège de l'ADEME, on est basé à Angers, et donc dans le service industrie, on travaille sur tous les sujets d'aide à l'investissement, d'expertise, de prospective, en appui aux différents ministères.
Et notre cible de l'industrie, entre guillemets, lourde est plus que privilégiée, car comme le montre cette slide, on a à peu près plus de 20 000 établissements de plus de 20 salariés, mais avec un nombre très restreint de sites PNAKE soumis à EUETS, de sites électro-intensifs ou gazo-intensifs. Mais en termes de consommation d'énergie et également d'émissions GES, c'est vraiment une cible privilégiée pour nous avec lesquelles on veut travailler en collaboration. Slide d'après, s'il vous plaît. Donc, en termes de décarbonation d'un site industriel, il y a réellement 4 axes tout à fait prioritaires, qui sont l'efficacité énergétique des équipements, la décarbonation de la chaleur, c'est-à-dire principalement passer à la biomasse ou au CSR, la décarbonation des procédés, principalement, on peut prendre comme exemple les nouveaux intrants matières, prendre de l'argile, maximiser les volumes d'argile et minimiser les volumes de clinker dans la production de ciment, par exemple, et un petit peu à la marge en termes de maturité des technologies, le captage, stockage et utilisation du carbone. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Le plan de relance se focalise sur les 3 principales thématiques, en tout cas à date, en termes de maturité des technologies. Donc, on est vraiment sur... il y a une vraie volonté forte d'efficacité du plan de relance et de subvention, que ce soit d'aide à l'investissement ou d'aide au fonctionnement des projets industriels. Slide d'après, s'il vous plaît. Donc, le budget est conséquent. Alors, le budget un petit peu du plan de relance, il est de plus 2 milliards au niveau de l'agence, au niveau de l'ADEME, à gérer entre 2020 et 2022. Et l'industrie capte 1,2 milliard de cette enveloppe. Donc, c'est vraiment le pilier un petit peu principal ou stratégique, fort, et on est vraiment attendu sur ce sujet. Et on a principalement deux grands chemins qui sont à la fois le volet chaleur bas carbone, qui correspond à la biomasse et au CSR, bien que le CSR à date ne soit pas encore tout à fait finalisé dans les procédures. Donc ça correspond à une aide à l'investissement et, ce qui est nouveau, en parallèle du fonds chaleur de l'ADEME que vous devez connaître, une aide au fonctionnement sur une aide pour un petit peu rattraper le coût de la biomasse par rapport aux énergies fossiles. Et l'autre gros volet qui a un petit peu plus d'avance sur sa mise en œuvre et ses retours d'expérience, qui est le volet efficacité énergétique, qui maintenant va être vraiment un volet décarbonation des procédés industriels, qui comprend, en fait, faut comprendre la décarbonation comme à la fois l'efficacité énergétique, plus l'électrification, plus les nouveaux intrants matières, où là, il y a 2 guichets disponibles qui sont pour les très gros projets au niveau d'un même site industriel. Si le CAPEX du projet est supérieur à 3 millions d'euros, alors il y a un appel à projet dédié. Et pour l'investissement dans des technologies matures dont le CAPEX est inférieur à 3 millions d'euros, il y a un guichet à subvention entre guillemets assez simple qui ne nécessite pas d'instruction technique, qui est piloté par l'ASP, l'Agence des services et paiements de l'État. Slide d'après, s'il vous plaît. Donc, le premier appel à projet, qui était vraiment dédié efficacité énergétique et qui s'appelait AAP Indus EE, a été lancé l'été dernier.
en août-septembre et clôturé le 20 octobre dernier. Et ça a été une grande réussite parce que malgré le timing très serré entre l'ouverture, les webinaires d'information, les relais d'information pour présenter ce nouveau dispositif aux industriels et porteurs de projets, on a reçu 73 dossiers et dont la plupart sont des bons dossiers. On le verra, slide suivante. Le taux de qualité des dossiers reçus est très bon. Et en parallèle, mais ça s'est un petit peu ouvert par la suite, le lancement du guichet ASP pour des technologies matures sur une liste prédéfinie qui reprend grosso modo en première approche la liste des technologies éligibles aux fiches standards des C2E. Voilà. En parallèle de ces projets, de cet appel à projet efficacité énergétique, on a ouvert un AMI, appel à manifestation d'intérêt, qui s'appelait Indus Descartes, pour prendre connaissance des projets dans les cartons chez les industriels en termes d'électrification principalement, mais aussi de nouveaux usages matières, nouveaux intrants et autres. C'était assez ouvert, c'était vraiment dans l'objectif de reconduire l'appel à projet efficacité énergétique en 2021 et 2022. On voulait l'ouvrir à ces nouvelles thématiques d'électrification et de nouveaux intrants matières. Donc, ça nous a permis, on a reçu 125 dossiers, ce qui est relativement important, et ça nous permet en ce moment même de les prendre en compte dans la réécriture du nouveau cahier des charges pour l'appel à projet 2021. Et le troisième point, donc c'est des appels à projets BCIAT que vous connaissez bien sur la partie biomasse principalement, où on a une aide au CAPEX et ce qui est nouveau à l'OPEX. Et idem sur les CSR, où un appel à projet va être lancé avec une clôture prévue pour l'automne 2021, avec une aide au CAPEX et une aide à l'OPEX. Slide, merci. Donc, bilan de l'AAP Indus EE 2020. 73 dossiers reçus, comme je le disais précédemment, et avec une instruction chez nous au fil de l'eau. Donc, à date, 18 projets sont contractualisés. Il y a un communiqué de presse a été fait en ce sens, ce qui correspond à 62 millions d'euros déjà engagés en termes de subventions, sachant que la subvention, on a 20% en termes d'avance. Ensuite, quelques paiements intermédiaires sur facture. Et le solde, les 20% restants du projet, se fait au solde après atteinte des résultats, soit de baisse des consommations d'énergie, soit d'atteinte de performance d'efficacité énergétique ou, ce qui est le plus simple, de volume de tonnes de CO2 évitées. Et ça, c'est validé par la mesure. Ça nécessite une mesure ex post de vérification pour pouvoir libérer le solde. En ce moment, donc on a 31 projets en cours d'instruction, sachant qu'ils sont priorisés par le ratio euro d'aide publique par tonne de CO2 évité. On a 12 projets qui étaient non assez matures à date, puisqu'on attend vraiment des dossiers matures pour avoir une réduction des volumes de GES effective. Et ce qui est important dans l'attribution de la subvention, et ce qui le sera d'autant plus puisque les dossiers sont soumis à des mesures ex post. Donc pour ces projets, on leur propose de redéposer au prochain appel à projet. On avait 10 projets non éligibles, entre guillemets seulement, ce qui nous prouve la bonne qualité des dossiers reçus dans un temps record, et 2 projets qui étaient sélectionnés, mais les porteurs de projets se sont retirés en cours de route.
Concernant l'ASP, donc nous, on n'est pas en première ligne, on est un petit peu en soutien technique sur la configuration du dispositif. Mais la délégation et les demandes, les démarches d'aide à la subvention se font directement entre le porteur de projet et l'ASP. Donc une liste de technologies éligibles est définie. Cette liste sera, alors on l'a définie, comme je vous le disais, principalement sur la base des technologies éligibles, ou dont font partie une fiche C2E standardisée. On est en train de réfléchir à la remettre à jour suite aux différentes demandes d'équipementiers, de fournisseurs ou d'industriels eux-mêmes. Donc il y aura une mise à jour prochainement. Cette liste est divisée en 3 grandes catégories, et les catégories permettent de définir les niveaux d'aide, que ce soit par exemple la catégorie 1 et 2 de mémoire, les petites entreprises, le taux de subvention de l'équipement est de 50%, moyenne entreprise 40%, grandes entreprises 30%. Slide d'après, s'il vous plaît. Donc, on est en pleine réflexion avec donc l'ADEME, la DGE et la DGEC sur la rédaction du nouveau cahier des charges pour les futurs appels à projets 2021 et 2022, qui sera non plus un appel à projet Indus EE pour efficacité énergétique, mais bel et bien un appel à projet décarbonation, englobant l'efficacité énergétique, mais également les dossiers un petit peu liés à l'AMI. Donc, ça sera un AAP décarbonation, efficacité énergétique, électrification, nouveaux intrants matières. Voilà. En parallèle, des appels à projets, donc soutien à la chaleur bas carbone. Donc ça, c'est vraiment l'aide à l'investissement, mais surtout ce qui est nouveau, c'est l'aide au fonctionnement. Et en termes de calendrier, on va essayer de proposer 2 dates dès 2021 pour donner de la visibilité aux porteurs de projets, et pour que la première vague, sans doute une ouverture en mars et pour avoir une clôture, admettons, en avril-mai, ne puisse recenser que des dossiers vraiment prêts à être installés, et qu'une seconde vague, sans doute en septembre-octobre, permette de finaliser les dossiers. Slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste pour terminer, le cahier des charges ressemblera vraiment dans les grandes lignes au cahier des charges de 2020. Merci beaucoup Tristan. J'ai vu qu'en effet, il y avait déjà quelques questions dans le chat, donc on pourra faire cette partie questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc nous allons enchaîner sur la partie des solutions de financement alternatives qui existent, qui sont complémentaires à France Relance. Donc je vais laisser Noémie Papon, avec qui je travaille sur le programme Invest, présenter cette partie. Bonjour, merci Apolline. Donc oui, avant de vous présenter le programme en tant que tel, je voulais vous donner quelques éléments de contexte. Donc Invest, en fait, c'est un programme C2E, donc qui est financé par des obligés, qui adresse le sujet du financement de l'efficacité énergétique et de la décarbonation. Donc l'objectif, effectivement, c'est de donner un peu les clés à la fois aux industriels et aux financeurs pour accélérer le déploiement des projets. C'est ce qu'on a vu en introduction. L'enjeu, c'est d'accélérer ce levier de transition pour alimenter la compétitivité des industriels. Si on peut passer au slide suivant. Merci.
Donc, quelques éléments de contexte, en plus de la compétitivité, ce que je voulais mettre en avant, c'est le potentiel qui existe. On l'a vu hein, dans les dossiers du plan de relance, voilà, les industriels ont des projets, ils ont des idées, ils ont des projets qui sont en plus pour beaucoup des projets qui sont viables, voilà, qui ne sont pas forcément des choses extra innovantes ou avant-gardistes. Il y a beaucoup de projets d'économie qui peuvent être atteintes avec des projets dans des technologies et des solutions qui sont éprouvées. Quelques chiffres qui sortent d'une étude de l'ADEME, justement. Il y a 20% de potentiel d'économie d'énergie dans l'industrie en France, et 2 tiers de ce potentiel est atteignable avec justement des investissements dans des solutions relativement standards. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir accélérer les investissements dans ces solutions. Slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc il y a du potentiel, mais le constat qu'on a fait et qui est un peu à l'origine du programme, c'est que il y a beaucoup de freins à l'investissement dans les projets, de par leur nature, parce que c'est des projets énergie et décarbonation qui sont des projets techniques, qui peuvent être perçus comme complexes par les financeurs qui, voilà, par définition, sont pas les acteurs on va dire de la technique de ces projets-là. On a fait le constat aussi d'un manque de points de rencontre entre l'offre et la demande sur ces solutions de financement. Manque d'échanges et de connaissances en général, que ce soit côté industriel ou côté financeur. Et enfin, la notion de risque est très importante, on en a parlé aussi au début. Les risques liés au projet sont multiples et il y a de multiples façons de les adresser qui ne sont pas toujours bien connues. Donc, les solutions qui existent en face de ça, et en particulier sur le sujet du financement, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la transition et d'activer des leviers pour renforcer la compétitivité. L'objectif du financement, c'est pour les entreprises, d'abord de préserver leur capacité d'endettement, parce que c'est souvent un point de blocage, un des freins qu'on a pu constater. L'intérêt, c'est d'avoir, comme disait Apolline, des dispositifs qui sont complémentaires des aides éventuelles. Les aides, c'est un peu, on va dire, la première étape de ce qu'on va regarder dans un projet d'investissement, mais ça ne permet pas d'aller au bout tout seul. Donc il faut travailler sur les solutions, on va dire, de reste à investir pour les entreprises. Et donc tout l'objet de ces outils, c'est d'investir plus fortement et plus vite dans les projets. Voilà, donc l'objectif, si on peut passer à la slide suivante, Apolline, s'il te plaît, merci. L'objectif de l'intervention et du programme au sens large, c'est de vous montrer un peu toute la palette qui existe de financement et justement les retours d'expérience qui viendront juste après permettront de l'illustrer. Il y a évidemment les aides, les subventions dont on parlait, notamment le plan de relance qui est une incitation très forte en ce moment pour les industriels sur ces sujets d'efficacité énergétique et de bas carbone. Mais il y a aussi tout un tas d'autres mécanismes. Donc vous en avez quelques-uns ici. Les contrats de performance, les contrats de service où vous avez un financement et derrière l'exploitation et la fourniture d'une énergie qui est inclus dans le contrat. Vous avez les certificats d'économie d'énergie qui s'apparentent un peu plus dans le mécanisme à des aides, on va dire, à l'investissement. Vous
vous avez le contrat de location dont Christine pourra aussi vous parler par la suite. Voilà. Donc l'idée du programme Invest, c'est de faire mieux connaître tous ces mécanismes aux industriels et surtout de bien faire se rencontrer ces modes de financement avec les projets qui sont pour lesquels ils sont le plus adaptés. Donc l'objectif d'Invest, c'est d'accélérer justement ces projets en apportant une meilleure connaissance aux acteurs du financement, aux décideurs et à tous ceux qui sont autour sur ces projets d'investissement énergie et bas carbone. Donc l'objectif du programme, c'est de former 1000 personnes d'ici à fin 2021. Et dans ces personnes qu'on veut former, il y a 3 types de publics. Il y a évidemment les industriels qui sont les porteurs des projets et qui sont au cœur du dispositif. Donc chez les industriels, on va adresser essentiellement les responsables financiers, les directeurs industriels. Ça peut être aussi des acheteurs ou des référents énergie qui vont être voilà, décideurs dans la chaîne des projets. Et puis évidemment, en face, on va former leurs financeurs, donc les banques, qui vont être face à ces industriels pour eux aussi leur donner les clés pour apporter les meilleures offres et les meilleures solutions pour permettre de mettre en œuvre les projets et de rassurer aussi sur la maîtrise des risques de ces projets-là. Et puis il y a une troisième population aussi qu'on a embarquée, qu'on a appelée partenaires, qui sont en fait tous les acteurs qui vont se trouver autour des industriels et des banques, donc les bureaux d'études, les commissaires aux comptes, voilà, tous les experts de l'énergie ou de la finance qui peuvent être aussi de très bons conseillers et prescripteurs sur les projets. Donc concrètement, le parcours Invest, il se compose de plusieurs volets. C'est d'abord une formation pour vraiment voilà, aborder toutes les facettes du sujet, donc qui se décompose en un e-learning, une formation présentielle ou distancielle d'ailleurs, qui existe aussi aujourd'hui évidemment en format visio, et puis un accompagnement en situation de travail, donc c'est un coaching, un tutorat avec un formateur pour justement travailler sur un projet concret et mettre en application, donc ça peut être par exemple dans le cadre du montage d'un dossier plan de relance où on va monter tout un argumentaire pour convaincre un financeur, que ce soit l'ADEME ou la banque, au final, la démarche est très proche. Donc voilà, l'idée de cette situation de travail, c'est de mettre en œuvre sur un cas pratique qui est celui de l'entreprise, toute cette démarche d'analyse financière, d'analyse de risque et de montage du financement d'un projet. Donc ça, c'est pour le volet formation. Et puis, dans le cadre du programme, on anime aussi la communauté des personnes de la formation, des experts et puis de tout le réseau Invest. Donc, on travaille notamment sur une boîte à outils dans laquelle on met à disposition des stagiaires et de la communauté des outils d'aide à la décision, des outils d'analyse de projet, tout un tas de fiches pratiques sur les mécanismes d'aide, les modes de financement, voilà, des retours d'expérience aussi de projets qui ont été montés. Et donc on anime cette communauté avec des outils et puis beaucoup de partage aussi et d'échanges pour donner du retour d'expérience et convaincre par l'exemple ceux qui ont besoin de se lancer dans les projets. Voilà, donc pour terminer, quelques justement points clés qu'on aborde dans la formation. Donc j'en ai parlé, l'objectif du programme, c'est vraiment de donner les clés pour bien comprendre les projets d'efficacité énergétique et bas carbone, pour être capable de bien les évaluer
que ce soit financièrement ou en termes de risques. On travaille beaucoup sur l'évaluation des risques, donc du prix des énergies, du prix du CO2, les risques de performance qu'il peut y avoir. Et puis évidemment, une fois qu'on a listé tous les risques, toutes les solutions qui existent pour bien les maîtriser. Je parlais par exemple en introduction du contrat de performance. Voilà, face au risque de performance d'un projet, le contrat de performance, c'est une des solutions qui permet de sécuriser, de mettre ce risque sous contrôle, et ça va évidemment contribuer à rassurer l'investisseur, que ce soit la banque ou l'industriel lui-même, on va dire de la viabilité du projet et de sa solidité, ce qui est évidemment essentiel dans la décision d'investissement. Et pour finir, oui, on vous a mis les dates des prochaines sessions. Donc, comme je vous disais, évidemment, en ce moment et sur 2020, les sessions présentielles se font rares. Donc, on a un format 100% distanciel de la formation. Et donc, les prochaines sessions ont lieu le 23 mars et le 4 mai sur un format donc, de 4 demi-journées pour le parcours complet. Voilà. Je vais laisser la parole tout de suite à Christine Delamarre, et puis je me tiens disponible évidemment pour les questions à la fin des interventions. Merci Noémie. Christine, peut-être que vous avez votre micro coupé. Oui, désolée. Bonjour à tous. Merci Noémie. Je suis donc Christine Delamarre. Je suis directrice générale d'une filiale du Crédit Agricole qui s'appelle Unifergie et qui est spécialisée dans le financement de l'énergie et de l'environnement. Donc sur la problématique qui nous est posée cet après-midi, nous, Crédit Agricole, nous avons depuis 2 ans créé une filière dite énergie qui regroupe une cinquantaine de filiales du groupe Crédit Agricole autour du thème « Comment accompagner nos clients dans la transition énergétique ». Donc, au-delà aujourd'hui de nos missions en termes de RSE et de prise de conscience, bien sûr, d'une trajectoire d'une finance verte, nous voulons aujourd'hui faire monter en compétence nos collaborateurs sur la connaissance de la transition énergétique, où vous imaginez bien que pour une banque, la problématique, la complexité, les procédés, les montages, etc. Il faut, comme l'a dit Noémie, acculturer nos réseaux de distribution à ces thématiques. Et donc, ça fait 2 ans qu'au Crédit Agricole, nous avons lancé cette mission d'acculturation de connaissances, et nous avons lancé également une réflexion pour accompagner nos clients et développer des offres commerciales qui correspondent aux attentes de nos clients. Nous participons au programme Invest et nous sommes très contents et très satisfaits du programme Invest parce qu'il répond donc à une de nos interrogations sur une connaissance finalement de ce qu'est l'efficacité énergétique ou la production d'énergie, et il a parfaitement répondu aux attentes de nos collaborateurs. Pour autant, aujourd'hui, le constat que je fais au quotidien dans mes rapports avec les clients et mes collègues banquiers, c'est que tout ce que nous venons d'entendre et de présenter, pour les entreprises, ça représente encore des choix assez complexes. Déjà d'identifier finalement quels sont les investissements les plus pertinents à réaliser quand on est une entreprise. Alors, j'imagine que les grandes entreprises, celles qui sont énergétivores, ont l'organisation et la compétence pour le faire, mais il faut prendre conscience aujourd'hui que le tissu des PME et PMI est encore extrêmement novice. Donc, nous, dans nos intentions, nous pensons aujourd'hui qu'il faut à la fois effectivement être capable de flécher pour les entreprises les bons sujets et ceux qui vont avoir effectivement un temps de retour sur investissement qui ont du sens pour une entreprise industrielle,
Et quand tout à l'heure, au niveau de l'ADEME, on citait par exemple les BCIAT, nous avons, nous, mené beaucoup d'opérations dans lesquelles le client décidait de passer à la biomasse pour produire l'énergie de son industrie, parce qu'il y avait effectivement une aide à l'investissement et que derrière nous, en tant que banque, on pouvait trouver une économie de projet avec un temps de retour acceptable. Il y a bien sûr toute la notion des risques autour des projets. Si je reprends la biomasse, un des risques majeurs, par exemple, dans ce sujet-là, c'est l'approvisionnement en termes de qualité, mais aussi en termes de prix. Et donc, le risque qu'on a dans le temps à avoir effectivement un intrant dont le prix augmente très fort, alors que finalement, l'économie de projet avait été basée sur un prix de marché qui était le marché du moment. Donc, il est forcément important pour nous de flécher auprès des clients finalement ce qui correspond le mieux à des premiers investissements, je dirais, les plus efficaces. Si je regarde par exemple le plan France Relance aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément aussi de projets qui vont tourner autour de l'hydrogène. Aujourd'hui, on a de l'hydrogène qui est subventionné par l'ADEME, mais qui n'est pas encore l'hydrogène vert. Et on voit bien que pour construire un projet hydrogène, dans un sujet qui est assez nouveau, une entreprise ne peut pas le faire seule. Et pour moi, une des clés de réussite des projets, c'est de créer le lien entre des partenaires qui sont capables de concevoir le projet, voire effectivement, comme l'a dit Noémie, d'atténuer les risques parce que le partenaire en question, c'est peut-être lui qui va faire fonctionner l'installation et qui donc va garantir une disponibilité pour que l'utilisateur final, lui, il ait bien le niveau, l'hydrogène tel qu'il souhaite, à la fois en quantité et en volume. Et ensuite, dans les choix d'investissement, le client industriel peut faire le choix soit de considérer que quelque part c'est core business et que ce type d'investissement, il le porte à son bilan, mais dans la règle générale, tout ce qui est énergie, les industriels ont plutôt l'habitude de les externaliser dans un format de tiers investissement, que ce soit donc sur des contrats de performance énergétique ou des contrats de type locatif, sachant que l'industriel peut aller jusqu'à demander complètement ce que j'appelle une fourniture d'énergie, c'est-à-dire il ne s'occupe pas de la façon dont l'énergie est produite pour lui, il l'achète à un prix et il le fait dans un contrat de type take or pay, c'est-à-dire je m'engage à acheter un certain volume et si le volume m'est fourni, je suis obligé de le payer. Aujourd'hui, je commence à voir des sujets autour de l'autoconsommation d'électricité. Vous savez que dans le solaire, beaucoup de choses sont aujourd'hui possibles pour autoconsommer votre production, mais vous avez aussi aujourd'hui le développement des corporate PPA qui vont permettre aux industriels d'aller se fournir directement auprès d'installations qui sont soit photovoltaïques, soit éoliens. Et peut-être le dernier sujet, un sujet qui est assez simple, qui est le relamping, par exemple, des entrepôts. Bien, ceci se fait avec, bien sûr, un installateur et derrière un temps de retour sur investissement qui est très court, de 3-4 ans. Donc nous, au niveau du Crédit Agricole, on a travaillé finalement tous ces domaines et aujourd'hui, on est capable de montrer une gamme de financement, notamment en leasing, qu'on appelle Green Solution, qui permettent en fait à nos clients d'avoir à la fois les sujets sur lesquels ils doivent investir et des kits d'informations sur comment ils doivent le faire. Et nous, en tant que banque, vous savez qu'on est quand même tiers de confiance de nos clients. On est là pour les aider et les accompagner et faire le lien entre des partenariats qu'on va développer avec des installateurs et des énergéticiens et nos clients qui ont besoin effectivement, je dirais, d'une prestation de qualité avec une disponibilité qui fasse que le projet devienne un projet récurrent et rentable. Souvent, ces projets se développent sur des durées assez longues et il faut qu'on soit sécurisé en matière d'énergie et effectivement éviter de prendre les secousses que nous avons connues cette année, alors très favorables puisqu'il y a eu une baisse du prix de l'électricité,
mais la tendance annoncée est plutôt sur une hausse. Donc voilà, une banque responsable pour accompagner des clients qui ont encore besoin de voir et d'éclairer leur chemin, et forcément une cohésion entre les acteurs pour arriver à transformer et à faire que les industriels s'engagent fortement à un moment où effectivement l'impact de la crise Covid n'est pas favorable pour les trésoreries, puissent malgré tout faire que la relance soit verte. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Christine pour votre témoignage et pour votre partage de vision côté banque. Maintenant, on va pouvoir accueillir la partie industrie pour avoir cette vision complémentaire. Donc, je laisse Lucille prendre la main. Bonsoir à tous. Oui, merci beaucoup pour toute cette introduction, à la fois sous l'angle financeur et sous l'angle invest. Alors, moi, je suis la directrice développement durable et RSE de ce que l'on appelle chez Saint-Gobain en France les entités gypse et isolation, dont les marques principales que vous connaissez sont Placo et Isover. Et il y a 1 an et quelques maintenant, j'ai en effet participé à la formation Invest. Et dans ce cadre-là, j'ai en effet découvert ce que Noémie présentait tout à l'heure avec les différents types de financement possibles, parce que j'étais toute nouvelle dans mon poste. Je voyais bien venir les grands défis pour nos industries et ce que ça risquait de coûter, et me demander comment on allait bien pouvoir mettre en œuvre tous ces beaux projets qu'on avait dans les tiroirs, dont certains ont un retour sur investissement qui n'est pas si immédiat que ça. Et certains d'entre vous le savent, Saint-Gobain est une vieille dame qui a plus de 350 ans et qui a une grande fierté qui est un financement par CAPEX. Et donc forcément, quand on arrive avec des dossiers dont le retour sur investissement est excessivement long, il est assez difficile de les faire passer, et surtout lorsque le financement est un financement en pur CAPEX. Et donc, c'est comme ça que j'avais atterri dans cette formation Invest, et que j'avais découvert toutes les possibilités qui s'offraient à nous, que ce soit les C2E que l'on connaissait déjà, mais que l'on n'utilisait certainement pas assez, pas assez sur toute la largeur de gamme qui existe des C2E, le système des subventions sur lesquelles on ne s'était pas vraiment penché jusque-là, tout ce qui était type de financement autre, avec les financements avec les tiers participatifs. Voilà, et donc depuis, alors certes, il est arrivé cette vague inattendue de Covid qui fait que le plan de relance a boosté massivement les dotations des appels à projets, mais on a su, nous, grâce à cette formation, mettre en place tout un système de collaboration, de travail entre nos différentes entités au sein de Placo et d'Isover, à savoir les directions industrielles, la direction EHS pour toute la partie environnement, les directions financières et les achats, et la logistique aussi d'ailleurs, pour étudier au fur et à mesure tous les projets qu'on pouvait avoir dans les cartons et voir comment on pouvait au mieux monter ces dossiers de financement pour que les projets puissent se réaliser dans les meilleures conditions et aussi rapidement que possible. Donc aujourd'hui, on a des projets pour des C2E. On a en effet participé au fameux appel à projets qui était présenté tout à l'heure, la PPEE, qui nous a permis de présenter des dossiers qui sont d'ailleurs lauréats. On travaille aussi sur les Power Purchase Agreements, et puis on a plein d'autres projets en cours pour lesquels aujourd'hui on est encore en train de monter des dossiers pour voir comment on peut les financer au mieux, en allant jusqu'au bout de ce que propose Invest, c'est-à-dire l'accompagnement sous forme de quelques jours de conseils de la part de Greenflex.
Voilà, donc pour nous, enfin en tous les cas, en ce qui concerne notre fonctionnement chez Placo et Isover, la formation Invest nous a clairement permis d'avancer beaucoup plus vite que qu'on aurait pu le penser il y a 1 an et demi. Merci Lucille pour votre témoignage. Merci à tous. On peut maintenant passer donc, de façon très très ponctuelle à la partie questions-réponses. Donc, les intervenants sont disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions. Malheureusement, Madame Delamarre va devoir nous quitter à 18h. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai vu qu'il y a déjà une question donc, de Yanaël pour Tristan sur est-ce que c'est possible de préciser le planning de l'appel à projet Indus d'écart si vous avez des infos là-dessus. Non, c'est pas possible à date, sachant qu'on est en cours d'écriture. À 3 entités, ADEME, DGE, DGEC. Pour être honnête, on pense le finaliser à la fin, d'ici la fin du mois de février, pour une ouverture en mars, mais je peux pas du tout donner de date. Il y a toujours des risques de dérive. En tout cas, la clôture, on la voit pour fin avril, début mai. Et une seconde période, comme je le disais, septembre-octobre. On a encore une question pour vous sur l'ordre de grandeur par rapport, enfin les aides proposées par rapport aux tonnes de CO2 évitées. Pardon, sur le ratio ? Oui, le ratio. Oui, alors le ratio, je ne peux pas vous donner de seuil précis. En tout cas, ça sera un point important dans la sélection et la priorisation des dossiers retenus en termes d'instruction prioritaire. Mais d'un autre côté, pour ceux qui auraient des ratios élevés, je pense à des projets d'électrification pure, où il y aura relativement peu de tonnes de CO2 évitées, donc indirectement un ratio élevé. Ça s'argumente, et donc ce projet ne sera pas non plus forcément en bas de la pile. Il y a une notion d'argumentation. Par contre, pour les projets d'efficacité énergétique, c'est sûr que ça sera un critère encore plus important en 2021 qu'en 2020. Merci Tristan. Encore une question pour vous. Donc sur les fonds de décarbonation industrie et chaleur bas carbone, est-ce que l'ADEME a ajouté des conditions sur l'utilisation de biomasse donc qui est expliquée comme neuve ici, utilisable pour d'autres usages? Donc j'imagine que c'est voilà, est-ce que vous avez des conditions sur le fait qu'on n'utilise pas que seulement des coproduits pour gérer le risque de culture énergétique dédiée? Oui, c'est sûr que c'est vraiment... il y a vraiment 2 approches, c'est biomasse bois et CSR. D'accord. Et du coup, sur la biomasse bois, vous êtes... Alors, dans la biomasse bois, elle sera prise sur la partie chaleur bas carbone. Donc, ça nécessite une instruction plus longue. En fait, je ne sais pas si la personne connaît le fonds chaleur de l'ADEME. Il y a toutes les informations vous tapez fonds chaleur ADEME, vous allez trouver toutes les informations sur Internet. L'instruction sera vraiment comparable. Ce qui est nouveau avec le plan de relance, c'est l'aide au fonctionnement, où là, il y a une aide financière pour motiver les industriels à passer à la biomasse. Et l'aide financière correspond au gap entre le prix, admettons, fossile d'un gaz naturel et le prix du bois biomasse. C'est la nouveauté du plan de relance, alors que le BCIAT, le fonds chaleur de l'ADEME historique, est toujours existant pour l'aide à l'investissement. Très clair, merci. Encore une question pour vous. Donc là, j'imagine qu'on est plutôt sur les projets de moins de 3 millions d'euros. Sur le calendrier de révision de la liste des solutions qui sont éligibles. Aucune date. Franchement,
franchement, aucune date, sachant que ça passe par décret. Voilà, on travaille dessus. Elle ne sera pas non plus révolutionnaire, hein. Elle sera mise à jour. Je m'avance, mais je vais dire une fois par an. Voilà, on garde la liste existante. On l'incrémente, on ajoute quelques technologies auxquelles on n'avait pas pensé au début, qui sont tout à fait pertinentes, mais ça reste entre guillemets à la marge. Mais je peux vraiment pas vous donner de date. On espère le plus tôt possible. Moi, premier trimestre, ça serait peut-être envisageable, mais là, la procédure est différente et beaucoup plus longue. D'accord, merci. Une question pour Noémie sur les formations du programme Invest. Donc, tu as dit que les formations s'adressaient aux DAF, aux directeurs industriels, aux référents énergie, qui ont donc des profils différents. Donc, la question, c'est est-ce que des sessions de formation spécifiques par profil sont possibles ou est-ce que c'est des sessions de formation communes? Alors oui, on a un tronc commun parce que le but, c'est que justement ces populations se rencontrent à la fin. Par contre, les sessions de formation, elles sont par profil. Donc, on a des sessions pour les banques et des sessions pour les industriels. Les prescripteurs, selon les profils, sont soit avec les banques, soit avec les industriels. Mais c'est bien 2 parcours séparés parce qu'on va mettre l'accent en fait sur ce qui est le moins connu. Donc typiquement côté banque, les modes de financement sont plutôt bien connus. Par contre, on va insister sur à quel type de projet il s'applique. Alors que côté industriel, on va passer plus de temps sur les modes de financement, par exemple sur les mécaniques du leasing, des SPV. Et à l'inverse, on va peut-être passer un peu moins de temps sur les projets énergie, l'efficacité énergétique en tant que telle, en fait, pour les financeurs, pour voilà, des chargés d'affaires banques. On a besoin de revenir un peu plus aux fondamentaux sur la partie énergie. Donc, c'est bien des cursus séparés. Donc, les dates que je vous ai données, ce sont des dates pour industriels, parce que les sessions banques se font généralement en intra, donc on organise les sessions avec les banques directement. Et pour compléter, donc en effet, sur les profils industriels, donc référent, énergie, DAF, directeur achat, etc. Donc oui, en effet, on sera sur une même session, mais comme le disait Noémie, on va vraiment cibler des profils qui ont vraiment un rôle de décisionnel dans les décisions d'investissement. Donc on ne va pas être sur, sans péjoratif ni rien, mais sur quelqu'un qui est vraiment référent énergie sur identification d'actions, mais voilà, un référent énergie qui va vraiment participer aux décisions, va chercher aussi des modes de financement possibles, etc. Ce qui fait qu'on préfère faire des sessions avec l'ensemble de ces profils-là, et d'ailleurs, ça crée aussi des temps d'échange qui sont très intéressants. Question pour l'ADEME, donc je vais le lire. Nous avons le sentiment que beaucoup d'appels à projets sont ouverts, c'est encourageant, mais que d'un autre côté, le système des minimis européens qui limite le montant maximum des subventions, énormément dans notre cas, le transport à quelques centaines de milliers d'euros, tout projet confondu. Est-ce un enjeu identifié et n'est-ce pas contre-productif ? Pauline, je me permets, si certains veulent ouvrir leur caméra, leur micro pour présenter leurs questions, n'hésitez surtout pas, vous pouvez lever la main, je pense que ça mettra également un petit peu de chaleur humaine dans ce monde virtuel. Oui, j'entends votre question. Non, c'est pas un frein. Il y a les minimis, il y a l'aide Covid qui donne des plafonds. Je pense vraiment que le dispositif, il est là pour être pleinement opérationnel et d'être vraiment l'effet levier pour avoir le go de l'industriel et que le projet se fasse. Après, côté transport, je m'y connais moins. C'est pas la cible du FDI qui est le fonds décarbonation de l'industrie, où nous, on s'est vraiment orienté remplacement de l'outil productif
On a intégré les utilités dedans, mais le transport est exclu. Nathalie Fournier, est-ce que vous voulez poser votre question? Voilà, si je n'ai pas de réponse, je me permets de lire votre question du coup. Non, il n'y a pas de problème, bonjour. Donc, je mets la caméra et le micro. Pour ArcelorMittal, effectivement, en fait, moi, je tenais déjà à remercier l'ADEME hein, parce qu'on a évidemment soumis un certain nombre de projets importants, notamment au titre d'Indus efficacité énergétique et bien sûr l'appel à manifestation d'intérêt Indus d'écart. Bien sûr, les sujets sont en cours. Je tiens à remercier l'ADEME, effectivement, avec qui on a des relations étroites et, je dirais, réceptives, beaucoup d'écoute, du support, donc beaucoup en région, effectivement. Je ne sais pas si j'ai bien compris, est-ce qu'il y aura, en fait, ma question portait, est-ce qu'il y aura un autre Indus EE, un autre appel à projet Indus efficacité énergétique en 2021 ou 2022, où l'ensemble sera dans Indus d'écart, l'appel à projet Indus d'écart en 2021 oui, non, 2022. pardon, j'ai pas été clair. Donc Indus EE, c'est uniquement 2020, c'est fini. Donc d'accord. C'était spécifique efficacité énergétique. Pour 2021 et 2022, ça sera un AAP décarbonation, le titre n'est pas fixé, qui englobe l'efficacité énergétique, les projets d'électrification, les projets de nouveaux intrants matières. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. On peut encore en prendre quelques-unes, sinon je laisse David reprendre la main. Alors, je lève la main pour montrer l'exemple et pour joindre le geste à la parole. Une question pour Lucille. J'ai trouvé votre retour d'expérience extrêmement intéressant, puisque votre conclusion, ça a été, en ayant mis en place ce programme de formation, on a pu juste générer plus de projets et accélérer. Donc, ça met sur le doigt effectivement que parfois on a l'impression que ça va être il y a toujours cette dualité entre on n'arrive pas à financer des projets parce qu'il n'y a pas de financement et on n'arrive pas à utiliser les financements parce qu'il n'y a pas de projet, qu'on entend souvent dans les milieux financiers. Et là, voilà, on s'est rendu compte que finalement, le facteur bloquant, c'était de la connaissance. Et est-ce que en interne, il y a peut-être un retour d'expérience sur cette approche qui a été faite et qui pourrait même étendre aux autres entités de Saint-Gobain, voilà, sur la façon de gérer ces compétences du coup de financement de projet et de connaissance des enjeux bas carbone en interne? Ouais, alors en fait, pour moi, la formation Invest, elle a deux vertus. La première, c'est celle de voir le panel de possibilités que l'on a pour financer un projet lié à l'énergie. Mais au-delà de la technicité des différentes approches, il y a aussi, dans cette formation, on apprend à être capable de mettre en avant des arguments qui ne sont pas des arguments financiers dans un dossier financier. Et clairement, aujourd'hui, c'est certainement ça qui fait la différence, c'est-à-dire que certes, dans tous nos projets, évidemment, il y a un plan de financement, il y a un retour sur investissement qui est calculé, c'est la base. Mais en fait, aujourd'hui, on est capable au-delà de ces arguments financiers, d'y adjoindre tout un tas d'arguments environnementaux, notamment liés à l'analyse de cycle de vie, qui nous permettent d'identifier entre un instant 0 et l'instant +1 avec la modification de notre process, par exemple, et donc du coup lié à l'investissement, tout ce que l'on va pouvoir économiser, que ce soit en termes de consommation d'énergie, d'émissions de CO2, de prélèvement de matière dans la nature, de déchets qui sont plus ou moins valorisables, et ainsi de suite. Et donc, en fait, la formation Invest, elle nous a aussi permis ça, c'est-à-dire d'apprendre à mettre en valeur des arguments non financiers dans un dossier financier.
Et ça fait avancer. Ça fait avancer à la fois sur la façon de choisir des CAPEX en interne, mais aussi de présenter nos dossiers, typiquement dans des dossiers de subvention, comme on l'a fait pour les dossiers, nos derniers dossiers de l'ADEME. Donc, on a appris beaucoup. J'espère bien que d'autres de mes collègues iront à cette formation Invest et je pousse pour ça. Je sais aussi qu'on a la possibilité, Apolline me l'a dit, d'avoir, lorsqu'on a un certain nombre de personnes dans un groupe qui sont motivées, d'avoir une formation pour nous. Et pas forcément liée aux dates prévues. Donc oui, j'espère beaucoup que d'autres collègues iront suivre ces formations Invest et en apprendront autant que moi et peut-être d'autres choses et que du coup, ils pourront continuer à me faire grandir. Merci. Et qu'est-ce que vous conseillerez du coup à une entreprise qui voudrait se lancer sur ce chemin-là et peut-être en dehors d'un cadre uniquement de réponse à un appel à projet, mais plutôt dans une approche assez systémique d'évolution et de transition vers une sorte de transition. Oui, je pense que quoi qu'il arrive, certainement que pour nous, cette formation, ça a été un kick-off de plein de choses. Parce que au-delà d'apprendre à monter un dossier, d'être capable de mettre en avant un certain nombre d'arguments, elle nous a aussi ouvert les horizons sur notre rôle et la façon dont on pouvait le jouer sur des territoires, par exemple. Lorsqu'on commence à entrer dans des discussions de financement participatif et de ce genre de réflexion que nous, on n'a jamais eu avant. Clairement, on se remet dans un contexte territorial qui est le nôtre et qui est excessivement important aujourd'hui. Placo comme Isover sont des acteurs du territoire français. On produit en France, nos matériaux ne voyagent pas à l'autre bout du monde, on livre dans des périmètres autour. Et finalement, on s'est rendu compte via cette formation aussi qu'on avait un rôle à jouer, un rôle participatif sur les territoires, une valeur territoriale. Et donc, si je dois... si je devais réfléchir sans avoir une réflexion sur des dossiers de subvention ou autre, je pense que participer à cette ouverture d'esprit sur qui on est, comment on se présente, quel est l'écosystème qu'il y a autour de nous qui nous permet de grandir et d'évoluer, c'est important, même si on ne veut pas faire un dossier de subvention au bout. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes au passage. Je trouve que, lorsque moi j'y étais, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu plus avancés que nous sur certains dossiers et on s'est revus après. Je ne sais pas si ça répond à toute votre question. Oui, beaucoup. Et du coup, une dernière question et après j'arrête. Et en termes de département ou d'organisation interne, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous conseillerait parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois un rôle de la direction environnement développement durable, un rôle de la direction industrielle, aussi évidemment le côté DAF. Et puis on peut dire, quand on commence à parler de compétences, les DRH. Complètement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 1 an et demi chez nous, clairement. On a énormément travaillé sur notre projet d'entreprise, comment on voyait notre transformation environnementale au sens large et comment les différentes directions collaborent. Les choses ont vraiment changé du tout au tout. Alors, c'est un mouvement général, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs impulsions à plusieurs endroits au même moment. C'est un peu momentum, c'est un coup de chance. Mais au final, aujourd'hui, c'est tout un tas de compétences qui s'additionnent. C'est-à-dire que moi, je suis absolument incapable de me substituer au niveau technique qu'ont les directions industrielles et les directions techniques chez nous. C'est elles qui arrivent avec les idées.
En fait, dans mon service, j'ai une équipe qui est spécialisée, par exemple, dans les analyses de cycle de vie. Et donc, c'est elle qui, on amène le projet, on regarde ensemble, on l'étudie, et c'est elle qui va faire la transformation, par exemple, pour identifier l'évolution d'impact entre notre instant 0 et l'instant +1. On met aussi dans la boucle, évidemment, lorsqu'on commence à être un peu avancé, qu'on a des dossiers à monter, tout de suite, on met le service financier qui commence à échafauder un plan de financement et qui commence à calculer les retours sur investissement avec ce qu'on pourrait avoir. Maintenant, on est assez aguerri à la recherche de subventions, qu'elles soient nationales grâce à France Relance, mais aussi régionales. Et en fait, il y a beaucoup d'aides régionales qui sont excessivement pertinentes et bien faites. Et donc, quand on a la chance d'avoir un projet qui entre là-dedans, c'est du pain béni. Voilà, donc c'est vraiment tout un tas de compétences qui s'additionnent et chacun trouve sa place avec un rôle particulier. Et puis, clairement, si on doit en arriver à réfléchir avec les RH sur quels sont les recrutements qu'on fait aujourd'hui, il est évident que on recherche des gens qui soient capables de comprendre et de s'adapter aux différentes situations de façon à pouvoir avoir une vue à la fois globale et excessivement pertinente quand il s'agit de monter un dossier spécifique. Donc, oui, c'est les derniers recrutements que... Alors moi, j'ai revu très largement mon équipe cette année, mais les derniers recrutements, je les ai faits dans cette vision-là, oui. Merci beaucoup, Lucille. De rien. Merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas si encore une petite question. Sinon, David, peut-être que tu veux reprendre la main sur la conclusion, faire l'intro-conclusion en tant que EPE. Bien sûr, donc je vais dire un mot. Et d'ailleurs, si les autres réseaux, Jean-Baptiste, Nicolas, si vous voulez dire un mot, n'hésitez pas ensuite. Écoutez, moi j'ai vraiment été ravi de la qualité des échanges des intervenants. Donc on a bien vu, là on était presque 70 personnes. Je pense que ça reflète également bien l'intérêt que les entreprises et les secteurs ont pour cette thématique actuellement. Donc merci beaucoup à l'ADEME de structurer et d'alimenter in fine ces projets, à Invest de pouvoir les renforcer et les accélérer. Donc les deux témoignages aussi au retour d'expérience ont été très très intéressants. Donc j'espère que potentiellement on pourrait l'année prochaine on en aura beaucoup d'autres et on pourra continuer à approfondir ces sujets au sein de nos réseaux. Donc en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si ça fait naître des réflexions, que ça soit d'un point de vue individuel en entreprise ou collective entre les entreprises. Voilà, merci. Nicolas, Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Merci à vous d'avoir apporté par vos témoignages une diversité de points de vue et puis de précision sur ce qui est à l'œuvre. Je crois qu'on aura à cœur dans nos différents réseaux de relayer toutes les solutions qui se mettent en place pour favoriser le rythme d'investissement des entreprises. Donc après, à savoir, est-ce qu'on va être suffisamment prêt par rapport aux échéances qui nous attendent et est-ce que ça va délivrer un résultat suffisant? Personne ne le sait, mais il faut bien démarrer. Et donc, je pense que l'important, c'est de rester effectivement étroitement en contact dès qu'il y a des nouveaux appels à projets qui sont lancés pour qu'on puisse bien les relayer auprès de tous dans l'ensemble de nos réseaux. Parfois, c'est des grands groupes, parfois des PME, parfois des fédérations. Et je crois grâce à ce format avec nos 3 réseaux, on permet de réticuler auprès d'un certain nombre d'acteurs importants. Je crois que c'est pour vous aider aussi à bien toucher tout le monde en espérant qu'au bout du fil, effectivement, il y ait de bons projets, mais ça a l'air d'avoir été le cas sur la partie décarbonation notamment. Et donc, on en est heureux et on espère que ça va s'amplifier, bien entendu. Merci à vous en tout cas.
Merci à tous. Merci également David, Nicolas et tous pour ces différentes interventions. Effectivement, j'étais très impressionné par le côté très pratique, très opérationnel et enclenchable de beaucoup d'opérations dans le cadre de ces différents, de ces différents programmes et projets. Donc, ça ne peut que donner envie à d'autres de rejoindre. Et donc, on sera attentifs aussi à la diversité des secteurs, à la diversité des tailles d'entreprise, des degrés de maturité des différentes entreprises qui pourront rejoindre cette dynamique. Et donc, nous aussi, effectivement, on a un certain nombre de, comme a fait PP, un certain nombre d'outils d'information, de suivi des outils de relance qui vont nous permettre de démultiplier ça auprès d'autres entreprises. Et donc, voilà, on sera très heureux peut-être d'avoir des points de suivi ultérieurs de ces différentes actions pour voir où en est cette dynamique. Encore merci en tout cas. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et puis j'en profite aussi pour remercier en particulier donc, Apolline Abouzid qui a été la cheville ouvrière derrière ce webinaire. Donc merci encore à tous d'avoir participé. Donc comme promis, on vous enverra les supports et n'hésitez pas à revenir vers nous et vers les intervenants pour toute question. Très bonne soirée à vous. Merci d'avoir organisé tout ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée.